Oui, donc merci beaucoup Agnès pour l'invitation. Euh, Effectivement, parler de ce sujet-là, c'était pas évident parce que les réflexions sont en cours au CIRAD, à la délégation juridique. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Donc je vais quand même essayer de vous parler des réflexions sur les techniques de réservation des données de la recherche au CIRAD. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par valorisation économique? Donc le terme déjà de valorisation pour nous a une connotation économique forte. On voit que c'est aussi ce qui ressort dans les textes liés à la valorisation. Et donc du coup, on l'oppose souvent à la diffusion libre des résultats. Mais quand on parle de valorisation économique, on n'est pas pour autant dans une commercialisation directe vers le monde socio-économique. En fait, quand on parle de valorisation économique, je suis peut-être pas... ah mince, allumez. Ouais, je sais pas comment... Mince, pardon. Normalement, c'est celui-là. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, quand on parle de valorisation économique, on n'est pas nécessairement en train de parler... Pardon, je suis pas habituée par le micro. Donc, on n'est pas forcément dans une valorisation économique directe. On est plutôt dans un processus de valorisation. Et donc, la valorisation économique des données de la recherche, ça consiste finalement à travailler sur des techniques de confidentialité dans le but de garder les données, de pouvoir les réutiliser, quand je dis dans un cadre privatif, mais aussi dans un cadre de collaboration avec des tiers. L'objectif, c'est ce qui s'oppose finalement à une diffusion, à une publication où on met à disposition de tout le monde. On est plutôt dans des techniques qui visent à la réutilisation pour, in fine, se placer dans un processus de valorisation qui pourra peut-être donner lieu à un produit ou pas, peut-être à une diffusion libre, mais en tout cas, on se place dans cette démarche. Et donc la valorisation économique, ça peut être aussi la commercialisation directe d'une base de données, même si c'est plus rare. Et ça peut être toute autre chose, ce qui a été évoqué aussi ce matin, ça peut être des services, des formations liées, qui permettent de valoriser une base de données, mais du coup, ce qui est commercialisé, c'est plutôt la formation plutôt que la base de données en elle-même. En tout cas, la valorisation économique, ça englobe beaucoup, en fait, d'utilisations différentes des données de la recherche. Donc, dans cette présentation, je vais parler tout d'abord du processus de réservation et donc des techniques, et notamment surtout contractuelles, pour ensuite voir les limites liées justement à ces initiatives qu'on pourra mettre en place, des limites juridiques à ces initiatives. En tout cas, dans le cadre de la recherche publique et notamment au CIRAD. Donc le processus de réservation. Donc c'est un processus de réservation complexe parce que comme on vous l'a déjà dit plein de fois, même si c'est difficile de parler de propriété, de ne pas parler de propriété, il n'y a pas de propriété sur les données en tant que telles, qu'en principe on ne peut pas parler de vol de données, même si on sait qu'il y a eu des décisions de jurisprudence qui ont parlé de vol de données. Néanmoins, une donnée, elle n'est appropriable qu'à partir du moment où elle entre dans le cadre d'un droit de la propriété intellectuelle. Donc, si elle est originale, à ce moment-là, on aura un droit d'auteur. Si elle entre dans d'autres formes de protection, notamment pour le droit d'auteur, une image, un dessin, un croquis, là, on pourra parler d'appropriation. Sinon, a priori, une suite de chiffres, de lettres, c'est pas appropriable. Et donc le processus il est aussi complexe parce que du coup pour arriver à une propriété sur la donnée ou sur des ensembles de données, donc des bases de données, il faut soit démontrer un droit d'auteur sur la structure, donc une forme d'originalité dans le choix et la disposition des matières, ou un droit lié à des ensembles de données, ce qu'on appelle le droit du producteur, droit sui generis, qui permet de protéger un investissement substantiel. Et on peut aussi maintenant essayer de se prévaloir d'un accès, d'un secret des affaires depuis le 30 juillet 2018, mais là aussi, pour se prévaloir d'un secret des affaires, pour entrer dans un cadre juridique spécifique, parce que la donnée n'en a pas un en particulier, enfin il y en a plein, mais pas un en particulier, il faut remplir certaines conditions. C'est encore nouveau, on n'a pas essayé, mais peut-être on essaiera de mettre ça en place. Donc, voyez, par exemple, premièrement, elle n'est pas généralement connue ou aisément accessible.
elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle, elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, donc ça pour le moment hein, on n'a pas spécialement mis en œuvre, mais on pourra y réfléchir. Donc vous voyez, voilà, le processus de réservation n'est pas simple parce qu'à la base on n'a pas de droit sur la donnée. Donc là c'est un petit schéma qui récapitule hein, pour que ça soit bien clair, même si je suis pas sûre que là en le voyant ça vous éclaire particulièrement, mais en tout cas quand on s'y penche c'est beaucoup plus clair. On voit que la donnée, soit on a un droit de propriété et donc là on est plutôt en général sur un droit d'auteur, photo, texte, voilà, soit on n'a pas de droit de propriété et donc là pour encadrer l'utilisation de la donnée, on va plutôt se placer sous l'angle du contrat où on va encadrer, mettre en place des mesures de confidentialité ou se restreindre au secret total, donc là c'est une très bonne protection, même si bon, pour le coup, la valorisation économique est difficile, le secret, ou le secret des affaires, qu'on a vu qu'il faudra essayer de mettre en place. On peut aussi protéger la donnée en attaquant a posteriori en concurrence déloyale, ou sinon, c'est ce que je vous disais, essayer d'obtenir un droit sur le support, sur l'outil, c'est-à-dire la base de données dans laquelle on aura mis nos données, donc ça, soit un droit d'auteur sur l'architecture, la structure, soit un droit du producteur de la base parce qu'on aura démontré un investissement substantiel dans la collecte, la présentation ou la vérification des données. Donc là on est sur un champ du droit de la propriété intellectuelle qu'on ne détaillera pas, mais c'est pour vous donner un petit peu le cadre général de la façon dont on peut arriver à obtenir un droit sur ces données. Donc ce processus de réservation, il est souvent incomplet. Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans la recherche publique, la production des données, elle est peut-être à 90% collaborative. Elle découle soit de contrats de collaboration de recherche, soit du fait de l'organisation de la recherche en UMR, et donc forcément, on a des entités qui travaillent ensemble pour produire de nouvelles données. Néanmoins, on constate, alors là c'est juristes qui travaillent au quotidien dans un établissement de recherche, qu'on est largement dépendant dans tous les contrats du modèle de la propriété. Et donc ça pose problème. Pourquoi? Donc que ce soit des contrats qui sont liés à des UMR ou des contrats de collaboration de recherche ou autres, je ne détaillerai pas. En général, la définition des résultats est très large parce qu'au début, on commence par des définitions dans les contrats, et donc on a la définition des résultats, notamment les résultats communs, ce qu'on va produire ensemble et ce qui constituera des résultats. Donc là, j'ai pris une clause un peu bidouillé, j'ai fait une espèce de condensé de toutes les clauses et ce qu'on retrouve un petit peu de façon générale dans la définition du résultat. Et donc on voit que les résultats en général, c'est les informations et connaissances techniques et ou scientifiques et ou tout autre type d'informations, notamment les savoir-faire, les inventions, les secrets de fabrique, les secrets commerciaux, les données, les bases de données, les logiciels, les dossiers, tout autre type de résultats protégés ou non, protégeables ou non dans l'espace ou sur Terre, on ne sait pas, enfin, protégeable ou non un jour, au titre de la propriété intellectuelle, développée ou acquise conjointement par les parties dans le cadre de l'étude. Voilà, donc vous voyez, déjà on inclut dans l'objet de la future appropriation finalement les données. Et donc du coup, on va se partager la propriété des résultats, qui inclut les données qui elles-mêmes ne sont pas appropriables. Donc du coup, les résultats, donc on va aussi voir dans ces contrats-là, complètement à la suite, que les résultats issus de l'étude appartiennent conjointement aux parties qui les ont produits, ou encore que les résultats appartiennent conjointement aux parties à hauteur de leurs apports intellectuels, humains, matériels et financiers. Bon, quand on a dit ça, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. On est propriétaires tous ensemble d'un objet qui est la donnée qui n'est pas appropriable, et bon, on ne sait pas, enfin ça nous donne pas beaucoup d'idées sur ce qu'on pourra faire ou ne pas faire. Donc du coup, un certain flou concernant la réutilisation ou l'exploitation de ces données, même si on voit que parfois, on a des stipulations concernant l'exploitation des brevets ou des logiciels, mais beaucoup plus rarement des bases de données, et donc encore moins quand on est sur de simples données. On ne sait pas ce qu'on pourra en faire. Donc la conséquence pour ce qui nous intéresse, nous, c'est que les données sont difficilement valorisables.
faute d'avoir eu une entente claire entre les parties, parce que du coup, avec ce genre de contrat, on est toujours embêté, on ne sait pas si on peut les réutiliser ou pas, si on peut les commercialiser, si on peut faire de la prestation. En principe, non, mais du coup, ça lie énormément les parties, alors que je ne pense pas qu'elles souhaitaient être autant liées ad vitam aeternam pour des données qu'elles souhaiteraient ensuite exploiter comme elles veulent. Donc c'est vraiment un souci. Et donc le conseil qu'on donne, qu'on se donne à nous-mêmes, hein, parce qu'en fait il faut le mettre en place et c'est un travail important à faire, c'est de mieux organiser la réservation dans le contrat. Et donc ce qu'on a essayé de mettre en place, en tout cas dans les contrats qui arrivent et on essaie de voir entre nous, c'est de mettre en place, de clarifier les utilisations possibles des données pour savoir quelle utilisation peut réaliser tel ou tel partenaire, pour quelle finalité. Est-ce que un partenaire, lui, pourra utiliser à des fins de recherche et d'autres à des fins de commercialisation, directe ou indirecte. En tout cas, il faut fouiller là-dessus sur les finalités, sur chaque critère pour préciser les choses. Pendant quelle durée? Est-ce qu'on se dit qu'au bout de 3 ans après la fin du contrat, toutes les données produites pourront être réutilisées sans contrainte? Au moins, on estime qu'après 3 ans, elles n'ont plus de valeur, et puis, enfin, plus de valeur en tout cas directe, et donc tout le monde peut les réutiliser. Ou non, on se dit que resteront stockés. Est-ce que c'est sur des territoires? Mais c'était un petit peu l'intervention de ce matin. Est-ce qu'on limite ça à des territoires? Un tel pourra exploiter les bases de données s'il y a des bases de données sur un territoire et l'autre sur un autre territoire. Enfin, c'est des questions qui en général se posent à la fin et qu'on pourrait anticiper largement. Parce qu'on le fait déjà sur des brevets, on le fait déjà sur des logiciels, donc on pourrait très bien le faire sur des données. Donc malgré cette grande ambition de repenser les contrats de recherche, on a quand même des limites en tant qu'établissement public qui sont liées à la nature des données, des limites dans notre process de valorisation et dans ce qu'on voudra mettre en place. Et notamment les données qui seront concernées par l'open data, puisque on voit que l'open data c'est un mouvement important qui est soutenu par les politiques à tous les niveaux, les établissements de recherche, avec une incitation forte au niveau des bailleurs et des entrepôts de données, hein, beaucoup de données notamment au niveau génétique, données génétiques imposent la diffusion en libre accès, donc il y a quand même un environnement de la recherche qui met la pression sur l'ouverture des données. Et en plus de ça, on a aussi quand même une assise juridique dans le code des relations entre le public et l'administration. Assez bizarre, hein, mais Agnès s'explique très bien, qui nous soumet en fait pour une partie des informations gérées par les établissements publics à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, puisque nos informations ont été considérées comme des documents administratifs et donc pour une partie devront être gérées de la même manière et diffusées selon les règles définies dans le code des relations entre le public et l'administration. Donc là, je vous ai mis une liste des textes un petit peu qui ont fait évoluer cette réglementation. Donc on est parti de la CADA en 78 et peu à peu, on est arrivé jusqu'à la loi pour une république numérique plus récente qui a contribué à ouvrir l'accès aux données, notamment les données de la recherche publique. Public, hein, je dis bien parce que les privés n'ont pas d'obligation, eux, de diffuser leurs données. Hein. C'est très important. Ce n'est que dans un sens. Et donc, par conséquent, on aura des informations qui devront être obligatoirement communicables par rapport à la stratégie que je vous expliquais, qu'on essaie de mettre en place. On sait que certaines informations seront obligatoirement communicables et parfois sans possibilité de définir des conditions de réutilisation. C'est donc une limite à la valorisation économique. Donc, voici un petit schéma aussi qui vous plaira, qui essaie de récapituler un petit peu les règles en matière de communication et de diffusion. Donc, je rentrerai pas spécialement dans les détails, mais juste pour voir qu'on a des informations, des documents qui sont obligatoirement communicables. Donc là, on a la liste, hein, les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire, certaines bases de données, des données relatives à un risque impactant les populations, voilà. On a des données qui ne sont pas communicables, donc secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l'État, secret, c'est une ancienne version,
aux autres secrets protégés par la loi, mais voilà. Et des données qui ne seront communicables qu'à l'intéressé. Donc là, ce sera des données relatives à la vie privée, à un secret médical, à un secret des affaires dont je vous parlais au début de cette présentation, donc la personne qui est intéressée. Et tout ça, de toute façon, ce sera communiqué sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique des personnes qui auraient effectivement rédigé ces documents. Donc c'est très général, mais bon, ça pose quand même des obligations de communication avec des petites possibilités quand même de ne pas tout diffuser, parce qu'on voit que certaines informations ne sont pas communicables et d'autres seulement à l'intéressé, donc le secret des affaires, les secrets protégés par la loi. Donc ce dispositif lié à la communication est complété par un dispositif lié à la réutilisation des données. Donc on voit que pour ce qui est de la réutilisation des données, on ne peut réutiliser que les données qui ont été communiquées, donc celles qui sont communicables en référence à la slide précédente, et que par principe, donc ça c'est une avancée, hein, loi Walter, loi pour une république numérique, elles sont librement réutilisables, ces données, sauf celles qui seront soumises à autorisation, et donc là on a une petite fenêtre de tir, ne sont pas des informations publiques, les informations qui contiennent, en tout cas, qui sont contenues dans des documents protégés par des droits de propriété intellectuelle de tiers. Donc là, effectivement, quand on travaille en collaboration avec des entreprises, on peut estimer que si le document est en copropriété avec un partenaire, la réutilisation pourra être soumise à autorisation et donc négociée. Et en ce sens, on estime que par contre, le producteur de la base de données, donc l'administration, ne peut pas opposer son propre droit de producteur de base de données à quelqu'un qui viendrait lui demander la réutilisation des données. Toutefois, à condition que ces données soient produites, si ces données sont produites dans le cadre d'une mission de service public à caractère industriel et commercial soumise à concurrence, là, on retourne dans un système d'autorisation. Et là, nous, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, donc CIRAD est un EPIC, on n'estime pas qu'on est, parce qu'on est EPIC, systématiquement dans le cadre de cette exception. On ne dit pas on peut systématiquement fixer des conditions à la réutilisation parce qu'on est un EPIC. Mais néanmoins, effectivement, c'est quand même difficile de savoir quand est-ce qu'on est dans une mission de service public industriel et commercial soumis à concurrence. Là, c'est encore quelque chose sur lequel on travaille, parce que ça nous paraît un petit peu flou. Soumis à concurrence, à quel moment on l'est, à quel moment on l'est pas. Voilà. Mais dans tous les cas, on ne pense pas que c'est pas parce qu'on est EPIC que c'est systématique, qu'on bénéficie de cette exception. Et donc je disais les données, donc les limites au processus de réservation, on avait tout ce qui est le champ de l'open data, tout ce qui finalement nous empêche de faire de la réservation pure et dure selon des critères qu'on aurait déterminés, c'est l'open data, mais il y a aussi d'autres critères à prendre en compte en fait pour mettre en place un système de diffusion, de réutilisation des données. En effet, on doit tenir compte notamment des contrats antérieurs, puisque il faut garder les contrats. Et il faut, quand on veut réutiliser des données, aller bien vérifier que dans les contrats antérieurs, notamment les anciennes collaborations de recherche, ou dans les licences d'accès à des bases de données qu'on aurait signées très rapidement, on avait bien le droit de les rediffuser et à quelles conditions. Il faut quand même être vigilant par rapport à la politique et à la stratégie de l'établissement, qui peut conduire pour des données qui ne seraient pas nécessairement soumises à l'open data, à faire de l'open data, et inversement à valoriser des données qu'on aurait pu aussi diffuser en open data. Il faut suivre ce que l'établissement a mis en place. On a des règles d'éthique et de déontologie, effectivement, hein. Il y a des données qu'on ne pourra pas divulguer parce qu'on estime qu'il y a peut-être un risque pour les populations concernées. C'est un exemple, hein, mais des données qui seraient relatives à des espèces d'arbres endémiques d'une région reculée, on peut peut-être pas les mettre sur Internet parce qu'on estime que ça pourrait attirer finalement des gens qui viendraient les arracher et donc mettre en péril cette diversité biologique.
On a nos relations partenariales aussi, parce que même si on aurait le droit parfois de diffuser, de commercialiser, d'entrer dans un processus de valorisation économique, on estime que nos partenaires qui ont travaillé avec nous sans forcément mettre en place des conditions strictes de réutilisation, mais simplement sur la base de relations de confiance, on estime que on doit quelque chose à nos partenaires, et c'est particulièrement vrai dans le cas des ressources génétiques, hein, parce que on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler un peu ce matin, mais dans le cadre du protocole de Nagoya, qui s'applique finalement à la circulation des ressources génétiques et à la volonté de mettre en place un partage des avantages entre le fournisseur et l'utilisateur de ressources génétiques, aujourd'hui, il y a vraiment un débat sur les données extraites de ces ressources génétiques, donc tout ce qui est données qu'on dit omiques, hein, génomiques, liées aux séquences en fait, aux séquences génétiques, pour savoir si ces données-là ne devraient pas suivre le même régime que les ressources génétiques, ou alors un régime disons associé, pas forcément le même, mais en tout cas vertueux, au sens de partage des avantages. Et donc là, nous, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement envisagé dans la loi pour une république numérique et globalement dans la mise en œuvre de l'open data, mais on met quand même un point de vigilance, et on ne diffusera pas des données associées à des ressources génétiques si on estime qu'on n'a pas eu l'autorisation des partenaires qui nous ont fourni les ressources génétiques, tout simplement parce qu'on est conscient qu'à partir du moment où on diffuse des données de ce type, génétique omique, il y a beaucoup de chances pour que l'utilisateur de ces données ne revienne jamais voir le fournisseur de la ressource matérielle initiale pour négocier avec lui un partage des avantages. Ce qui avant, il n'avait pas le choix, puisqu'il pouvait obtenir ces informations ou faire ce travail qu'à partir de la ressource génétique. Maintenant, il peut le faire à partir des données, donc il n'a plus nécessairement besoin d'aller voir ce fournisseur-là. Donc nous, on estime que c'est des données qui devront être soumises à des conditions de réutilisation, et notamment en lien avec les fournisseurs de la ressource. Donc qui vont du coup impacter notre façon de valoriser de manière économique les données. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie pour votre attention.